Et un œil de l'expert aujourd'hui avec un papa, le papa de Titeuf. C'est Zep, notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors je dis papa de Titeuf parce que vous avez signé tellement d'albums avec ce célèbre personnage qui a accompagné la vie de nos enfants et nous-mêmes d'ailleurs. Mais vous signez aujourd'hui et vous sortez cette semaine aux éditions Rue de Sèvres cet album futuriste pour grandes personnes, quoique. Ce que nous sommes, BD futuriste ou réaliste, vous diriez? À peine futuriste, en fait. Ouais, oui. C'est un futur très proche. Ouais. On va raconter l'histoire. Le point de départ de cette bande dessinée, c'est votre fascination pour les expériences scientifiques autour du cerveau? Voilà, c'est ce qui m'a donné le point de départ, c'est une équipe de recherche qui est en train de travailler sur la numérisation d'un cerveau humain. Ils sont en train de faire une version numérique de notre cerveau. C'est un projet phénoménal qui s'appelle Human Brain Project, qui a un très très gros budget scientifique sur une dizaine d'années. Et j'ai commencé à collecter beaucoup d'informations. J'ai eu la chance de rencontrer un des scientifiques en charge de ce projet, Pierre Magistretti. Et alors moi-même je suis pas du tout scientifique, donc je comprends que partiellement cette approche-là, mais disons que ce qui me fascinait, c'était l'idée qu'on puisse reproduire avec une machine l'entièreté de notre cerveau, c'est-à-dire nos sensations, même notre inconscient d'une certaine manière. C'est le projet, c'est l'enjeu du projet. Et d'imaginer que si dans un futur relativement proche, puisque ce cerveau numérique est censé être fait en 2024, ils sont censés avoir terminé cette expérience, on pourrait avoir un cerveau assistant sur lequel, au lieu d'apprendre une foule de choses, on les téléchargerait simplement. Alors c'est le point de départ de ce livre où on découvre que cette façon d'être tout simplement connecté, téléchargé, le langage, ça prend quelques secondes, télécharger, on apprend 13 langues vivantes en un clic, finalement, on est téléguidé. Ça paraît formidable. On vit des sensations, on est immergé dans des mondes différents et ça paraît absolument génial, sauf que, à un moment donné, c'est de la technologie. C'est de la technologie et puis c'est toute la question de ce qu'on apprend. C'est aussi l'apprentissage qui est important, c'est l'acquisition de nos connaissances. Parce que si on les télécharge simplement, pour finir, on les garde pas. Notre cerveau, il en garde pas vraiment de traces. Et c'est aussi un constat. Je me suis rendu compte de ça avec mon téléphone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai énormément de choses qui sont au bout de mon bras sur mon téléphone. Je mémorise très peu de choses, je mémorise moins de choses qu'il y a 10 ans. Je connais pas par cœur les numéros de téléphone de mes amis, j'en connais plus aucun, même les numéros de téléphone de mes enfants, je les connais pas. J'ai qu'à appuyer sur un bouton, ils sont là. Mais si on me lâche dans la forêt sans téléphone, je pense que j'ai une espérance de vie assez courte. Donc ça me questionne sur la manière dont on dépend des technologies. On dépend, dont on s'est fragilisé en fait. Et tout ce discours autour de l'humain augmenté qu'on est en train de faire, toute cette recherche qui est autour de cet humain où on va développer une partie un peu robotique de plus en plus de notre espèce, c'est aussi un aveu de fragilité énorme, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus faible, on devient de plus en plus destructible, quoi. Alors, on va pas raconter la fin de la bande dessinée, on va garder ça pour le lecteur, mais on comprend bien aussi qu'il y a chez vous une réflexion autour des enjeux climatiques, parce que on sait très bien que ce qui est le plus polluant, enfin on sait très bien, on oublie de rappeler que le plus polluant aujourd'hui sont nos téléphones avec tous ces data centers qui collectent toutes nos données et qu'il faut absolument refroidir, et c'est des gros mangeurs d'énergie. Et on voit bien qu'il y a cette question-là autour de vous. Vous nous questionnez en fait dans cette bande dessinée. Je me questionne moi-même en le faisant, c'est-à-dire que je pense que en tant qu'humain, on a toujours envie d'aller de l'avant, on a cette espèce de curiosité de l'évolution et de la croissance, on est un peu conçu comme ça, et donc si quelque chose comme ce scénario se présentait, si on avait la possibilité d'avoir tous un cerveau assistant, moi ça m'exciterait, en tout cas j'aurais envie de voir, j'aurais du mal à dire non, je vais pas le faire parce que c'est mal. Mais évidemment, on précipite notre espèce vers quelque chose qui est forcément assez malsain. Et puis actuellement, l'écueil principal de ce cerveau numérique, celui qui va être réalisé, là, celui qui va être créé, il va consommer l'énergie d'une ville pour un cerveau. Donc si dans un futur relativement proche, on peut imaginer que des personnes aient cette assistance dans deux seconds cerveaux sur lequel ils pourraient télécharger toutes les connaissances de notre monde actuel et toutes les langues et toutes les sensations possibles,
ce serait forcément réservé à une toute petite élite de personnes qui consommeraient toute l'énergie de la planète. Donc ça veut dire que le reste de la population devrait se débrouiller en faisant du feu, en tapant une pierre l'un contre l'autre. Ça vous effraie? Il y a déjà des assistants personnels, des robots, l'intelligence artificielle qui fonctionnent, que l'on utilise alors dans des domaines par exemple médicaux. Ça permet de connecter des personnes fragiles, de travailler avec elles. Enfin, il y a des connexions qui sont et des utilisations qui sont faites dans le bon sens du terme, mais est-ce qu'à toute nouveauté technologique, finalement, il n'y a pas son revers de la médaille? En fait, on le voit, c'est que on est toujours en train de dire il faudrait qu'on réfléchisse à l'éthique de ce qu'on est en train de faire, mais on n'a pas le temps parce qu'on avance très très vite, donc l'éthique elle est toujours un petit peu en retard. Évidemment, il y a c'est fascinant ce que vous dites, la recherche scientifique pour la médecine. Maintenant, on arrive à faire des prothèses qu'on pilote avec un implant crânien, on peut remplacer un membre qu'on a perdu. C'est absolument génial de se dire qu'on a réussi à créer quelque chose comme ça. Par contre, on met une énergie phénoménale à créer avec de la technologie de pointe du divertissement. C'est-à-dire que le principal souci qu'on a, c'est de nous occuper, en fait, parce qu'on s'ennuie. Donc, il faut qu'on fabrique des jeux, il faut qu'on fabrique un métaverse pour qu'on puisse s'échapper dans un autre monde que le nôtre. Et forcément, en tant qu'auteur de fiction, ça me questionne. Je me dis, qu'est-ce que ça dit sur notre civilisation, en fait? On est à ce point perdu le sens de ce qu'on fait ici pour avoir besoin de s'échapper et de passer tout notre temps dans un monde qui n'existe pas. Donc c'est un petit peu effrayant. Alors on a vu que ces progrès technologiques, ces progrès de la science, de la médecine, on a été au cœur de ce débat-là depuis 2 ans. Aujourd'hui c'est le premier jour où on ne porte plus les masques en France en tous les cas, où il n'y a plus d'obligation avec les QR codes. Mais ce progrès de la science a été quelque part aussi beaucoup questionné pendant ces 2 années. À tort ou à raison, vous diriez? Mais en fait, c'est toujours bien de questionner le progrès de la science. Après, ce qui était peut-être à tort, c'est que tout le monde donne son avis et qu'on a des avis de gens qui sont pas du tout avisés. Enfin, moi, si vous me questionnez sur le progrès médical, il faut pas. Je veux dire, je connais rien. Il faut écouter les gens dont c'est le métier. Après, tout le monde a un avis, mais c'est pas forcément intéressant de donner une tribune à tout le monde. Je pense que Mais c'est nécessaire de continuer à chercher. Mais c'est nécessaire de continuer à questionner parce qu'on voit qu'on est toujours... c'est bête à dire, mais on est la dernière espèce arrivée sur Terre, donc on n'a pas complètement trouvé ce qu'on fait là. Je pense qu'on est encore en train de tourner un petit peu en rond. On se rend compte que le modèle sociétal qu'on a eu pendant des siècles, il arrive un petit peu au bout, parce que de plus en plus on peut nous remplacer par des machines. Donc cette idée que le sens de notre vie, c'est de fournir un travail pour la société, c'est un peu en train de disparaître, parce qu'il y a de moins en moins de travail pour les humains, donc on les occupe de plus en plus avec des PlayStation. Donc ça veut dire qu'on a peut-être autre chose à jouer dans cette histoire. Alors votre héros dans le film, finalement, ce que vous dites revient à la réalité, au monde, j'allais pas dire au monde d'avant, parce qu'on ne sait plus très bien si le monde d'avant... On sait plus ce que c'est. Mais en tous les cas, il revient les pieds sur terre avec la déconnexion de son cerveau, et il retrouve aussi des gestes du quotidien qui paraissent anodins, mais qui pour lui sont absolument extraordinaires et qu'il ne connaît pas. Ce retour à la Terre aussi, c'est quelque chose que vous faites, vous, dans votre activité, ce moment où vous vous déconnectez de tout ce qui vous environne pour créer, pour comprendre. Oui, je sais, ouais, parce que c'est d'inventer des histoires et de dessiner, c'est quelque chose qui est lié à l'observation du monde. Donc ça m'intéresse de porter un regard, et ce personnage, il fait partie de cette élite qui vit dans une ultra-technologie, ultra-assistée, mais évidemment, ce qui disparaît jamais, c'est la criminalité, donc il se fait hacker son cerveau et il perd tout, en fait, le fait d'être déconnecté de ce cerveau avec des choses qu'il n'a pas complètement expérimentées, qu'il a là, de manière, qui sont stockées en lui, mais qu'il n'utilise pas forcément. Il sait plus s'exprimer, il sait plus s'orienter, il sait plus. Il est obligé de revenir dans le monde des, entre guillemets, des gueux, de la forêt. Il retourne un peu chez les gens de la forêt, et puis il doit réapprendre à manger, à des codes de vie très très simples, comme qui peuvent sembler fous, mais effectivement, nous,
on a perdu le sens. Si on est dans la forêt, on ne sait pas ce qu'on peut manger, qu'est-ce qui est poison, qu'est-ce qui est bon. On a perdu. Et il y a plein de choses qu'on a mis des millénaires à acquérir, certains gestes, certaines fonctions, certains sens qu'on a perdu au fil du temps au profit de la technologie. Mais cette technologie, pour finir, c'est pas nous. Si on nous l'enlève, il reste rien. Oui, il faut savoir faire du feu, tout simplement, pour les gestes de survie qu'il faut avoir. Voilà, c'est un geste que l'homme a mis des siècles, des millénaires à obtenir et qu'il a perdu. Zep, ce que nous sommes, comment vous l'avez dessiné, comment vous l'avez créé, avec Titeuf à côté de vous? Comment s'est construit cette BD finalement? Ah bah Titeuf est toujours à côté de moi. Il n'y a pas un jour où on m'en parle pas. Oui. Donc, mais je faisais le dernier album de Titeuf qui est sorti l'été dernier. Je l'ai dessiné en même temps que Ce que nous sommes pendant toute une partie. C'est-à-dire que je faisais un jour une page de Titeuf, un jour une page Ce que nous sommes. Et c'est une autre manière de dessiner, c'est un autre format, c'est d'autres outils. Et pour moi, cette gymnastique, elle est hyper saine en fait. C'est de la liberté. Oui, puis c'est un métier où on reproduit des milliers de petits dessins jour après jour. Et un peu comme un sportif qui ferait toujours le même geste, on a besoin de faire autre chose au moment. Donc tout à coup... Oui, pour pas atrophier ma main, j'ai besoin de dessiner différemment. Et de vous adresser aux adultes, c'est pas votre première BD destinée aux adultes, mais c'est une nécessité, c'est une envie, c'est une évolution. Je pense que Titeuf s'adresse aussi aux adultes, en fait. Moi, je ne suis jamais trop questionné par rapport à ça. Je fais des histoires en fonction de les histoires qui viennent. Et là, j'ai eu un moment, il y a une dizaine d'années, envie de raconter des histoires qui n'étaient pas des comédies. Et j'ai commencé dans cette veine avec un dessin plus réaliste. Et pour moi, je ne pourrais pas dire que je préfère un style ou l'autre. J'adore switcher de l'un à l'autre. Angoulême revient cette semaine. Vous allez y aller? Bien sûr. Ouais, ça fait du bien de se retrouver. Ça va faire du bien de revoir des lecteurs sans masque. Il va y avoir une BD avec des masques ou pas? Vous avez déjà réfléchi à tout ce qu'on a vécu pour créer? J'ai dessiné pas mal pendant la pandémie, j'ai dû dessiner pas mal de choses autour des masques avec Titeuf, notamment pour la prévention, pour les écoles. On m'a beaucoup sollicité, je pense comme un peu tous les dessinateurs. Je pense qu'on a la faculté d'oublier très très vite. Donc à mon avis, vous pensez là que aujourd'hui, notre jeunesse va passer à autre chose assez rapidement? Même nous, moi je pense aujourd'hui on se sent un peu tout nu parce qu'on n'a pas de masque, mais je vous assure que dans un mois on ne sait même plus qu'on en avait. Ce que nous sommes rue de Sèvres, cette nouvelle BD signée Zep, le prochain album de Titeuf aussi, il est prêt? Il est dans les cartons? Comment ça se passe? Non, il n'est pas prêt encore, mais il y aura. Il parle de quoi? En janvier, ce sera les 30 ans du premier album de Titeuf. Donc ça ne nous rajeunit pas. Non, ne me le dites pas. Nous non plus, parce que accessoirement vous nous accompagnez, donc on vieillit avec vous. Donc il va sûrement se passer beaucoup de choses autour du personnage. Il va y avoir des événements autour de ça. Merci beaucoup, Zep. Ce que nous sommes, rue de Sèvres, c'est la maison d'édition. Formidable bande dessinée signée Zep, futuriste, mais ô combien réaliste, assez avec une note d'espoir. Ça se termine. Oui, je suis toujours optimiste. On ouvre la porte sur l'espoir et tout n'est pas perdu dans ce bas monde, comme dirait l'autre. Merci beaucoup, Zep, d'être passé nous voir sur Sud Radio.